Salam alaikum. Donc, suite à vos questions qui sont multiples sur la politique budgétaire, donc j'ai décidé de créer cette dernière vidéo qui traitera la politique budgétaire. Donc, j'ai divisé cette présentation en trois axes. Le premier axe, il va présenter le budget général de l'État. Donc, il sera consacré aux recettes et aux dépenses, qu'ils soient ordinaires et extraordinaires. Donc, l'objectif, c'est de distinguer les recettes ordinaires des recettes qui sont extraordinaires. Puis, deuxièmement, on va traiter les dépenses. Et aussi, l'élève doit être capable de distinguer les dépenses ordinaires des dépenses qui sont extraordinaires. Dans le deuxième axe, je vais traiter les soldes, le solde général, le solde ordinaire, ainsi que certains ratios qui peuvent être utilisés pour la détermination de l'importance de ces soldes-là. Puis, on va faire l'interprétation de ces soldes. Puis, dans le troisième et dernier axe, je vais traiter les actions, les objectifs et les limites, premièrement de la politique de relance, puis dans un deuxième temps de la politique de rigueur. Donc on commence par le budget général. Donc comme j'ai déjà dit, donc le budget se compose des recettes et des dépenses. Comme vous pouvez voir dans ce tableau-là, donc il existe des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires, ainsi que des dépenses ordinaires et des dépenses extraordinaires. Commençons par les recettes ordinaires. Donc les recettes ordinaires, elles contiennent des recettes fiscales. Donc j'ai donné des exemples. Il y a des impôts directs, comme l'IS, comme l'IR, comme la taxe professionnelle et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle que l'impôt direct, c'est un impôt qui est payé et supporté par la même personne. Ça contient aussi les impôts indirects. Je vous rappelle que les impôts indirects, ce sont des impôts qui sont payés par une personne, mais ils sont supportés par une autre personne. Le plus souvent, c'est le consommateur final qui supporte ces impôts indirects. Exemple, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et autres. Deuxième recette ordinaire, il y a les recettes non fiscales, d'accord? Exemple, les revenus des monopoles, c'est des entreprises publiques en situation de monopole. Je vous donne l'exemple de la RAM. Excusez la faute, donc c'est la RAM, c'est pas la BAM. C'est la RAM, Royal Air Maroc, l'Office chérifien de phosphate et ainsi de suite. Et troisièmement, les recettes des domaines publics. Maintenant, pour les recettes qui sont extraordinaires. Donc, pour distinguer les recettes ordinaires des recettes extraordinaires, les recettes ordinaires, ce sont des recettes qui ont un caractère habituel, d'accord, qui sont normales et habituelles et qui figurent toujours parmi les recettes. Alors que les recettes extraordinaires, ce sont des recettes, bien qu'ils soient disponibles le plus souvent, ils sont qualifiés d'extraordinaires parce que ce ne sont pas des recettes qui sont primordiales, qui sont nécessaires à chaque fois. Exemple, les emprunts. Donc parfois, lorsque les recettes sont suffisantes, on n'a pas besoin d'emprunter. Mais le plus souvent, donc les recettes sont inférieures aux dépenses, ce qui fait que l'État il se trouve dans l'obligation d'emprunter. Donc les emprunts, on peut les diviser en deux catégories. Il y a des emprunts externes, c'est lorsque l'État emprunte auprès des institutions financières internationales ou bien auprès des autres États. Il y a des emprunts internes qui sont contractés sur le marché financier national, notamment à travers des obligations souveraines, c'est-à-dire les bons de trésor.
Donc, cinquième recette, pardon, extraordinaire, ce sont les dons. C'est lorsque, par exemple, le Maroc reçoit un don de la part de l'Union européenne ou bien auprès d'une institution internationale. Bien sûr, les dons, ils sont le plus souvent sans contrepartie. Puis, sixième recette qui est extraordinaire, ce sont les recettes de la privatisation. C'est le cas de cession des établissements publics et leur passage vers le secteur privé. Donc les dons, j'ai donné l'exemple des dons reçus des États et des ONG, des organisations non gouvernementales étrangères, plus les privatisations des établissements publics, c'est-à-dire la vente des établissements publics au secteur privé. Maintenant, les dépenses. Les dépenses aussi peuvent être scindées en deux types. Il y a les dépenses ordinaires, il y a les dépenses extraordinaires. Commençons par les dépenses ordinaires. Il y a les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, on peut les diviser en trois catégories. Il y a les salaires et les traitements des fonctionnaires des administrations publiques. Deuxièmement, il y a les dépenses de matériel. Donc, pour le fonctionnement des administrations, ils ont besoin de personnel, mais aussi ils ont besoin du matériel. Exemple, le matériel pour les hôpitaux, le matériel médical et ainsi de suite. Puis, il y a les charges de compensation. C'est les charges que l'État supporte pour en payant une partie en supportant une partie du prix des biens qui sont subventionnés. À l'exemple du gaz. Deuxième dépense qui est ordinaire, ce sont les dépenses de la dette. J'ai dit que ce sont les intérêts et commissions de la dette. Donc ici, s'il vous plaît, il ne faut pas intégrer le remboursement du principal de la dette, mais seulement les intérêts. Puis, il y a les dépenses qui sont extraordinaires. Les dépenses extraordinaires, elles sont de deux types. Premièrement, les dépenses d'investissement. Ce sont les dépenses d'infrastructure, comme la création des routes, la construction des barrages, des ports et ainsi de suite, des hôpitaux et ainsi de suite. Et quatrièmement, l'amortissement de la dette. Donc, l'amortissement de la dette, c'est le remboursement du principal de la dette, à distinguer des intérêts de la dette. Il ne faut pas les confondre. Donc après avoir vu brièvement le budget général de l'État, donc on va passer au deuxième axe, à savoir les soldes, les ratios et leur interprétation. Donc commençons par le solde budgétaire. Donc le solde budgétaire, c'est toutes les recettes moins toutes les dépenses. Donc toutes les recettes, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, moins toutes les dépenses ordinaires ou extraordinaires. Donc le solde, donc ici j'ai mis deux situations possibles, alors que dans la réalité, donc il existe trois situations. J'ai mis l'excédent et le déficit pour une simple raison, c'est que le solde équilibré, c'est extrêmement rare, si je peux dire que c'est quasiment presque inexistant. Donc le plus souvent, soit on a un excédent, c'est aussi rare, soit le plus souvent, c'est le cas de la plupart des pays, on a un déficit. Donc l'excédent, c'est lorsque les recettes, elles dépassent les dépenses. Et le déficit, c'est lorsque les dépenses, elles dépassent les recettes. Le plus souvent, j'ai dit qu'on a un déficit. Donc c'est pour ça on doit calculer la part de ce déficit. Donc on calcule le plus souvent le déficit par rapport au PIB. Donc le déficit en lui-même, c'est un montant, d'accord, qui ne peut être significatif que si on le compare à une base, à une référence. Et la référence le plus souvent utilisée ici, c'est le PIB. Donc on peut dire qu'un déficit est significatif que si on le compare avec le PIB. C'est pour ça, pour calculer, on doit calculer la part du déficit dans le PIB. Donc c'est le déficit divisé par le PIB fois 100, bien sûr c'est un pourcentage. Donc exemple, si ce rapport est égal à 3%,
on dit que le déficit budgétaire représente 3% de PIB. Et bien sûr, plus cette part est importante, plus le déficit il est grave et contrairement. Deuxième solde, c'est le solde ordinaire. Dans ce cas-là, on va prendre seulement les recettes ordinaires, moins les dépenses ordinaires. Donc les recettes ordinaires, ce sont les recettes fiscales, comme j'ai dit précédemment, plus les recettes non fiscales. Et dans les recettes fiscales, donc il y a les résultats des entreprises publiques, il y a les recettes des domaines publics. D'accord? Moins les dépenses de fonctionnement, plus les intérêts et les commissions de la dette. Puis, enfin, je vais traiter avec vous le taux de réalisation. Donc, on sait que le budget, il a un caractère qui est prévisionnel. On prévoit des recettes, on prévoit des dépenses. Et bien sûr, à la fin, on va voir la part ou le pourcentage de cette réalisation. Est-ce que le taux de réalisation il est faible ou bien il est élevé? Comment on fait? On va faire les réalisations, d'accord, ce qu'on a réalisé comme recettes et dépenses, par rapport aux prévisions du budget général fois 100. Exemple, si le taux est égal à 95%, on dit que 95% des dépenses ou des recettes, donc le taux de réalisation pour les recettes, on le calcule à part, puis on calcule le taux de réalisation des dépenses, bien sûr. Donc, par exemple, ici, on suppose que c'est le taux de réalisation des dépenses. Donc, on va dire que 95% des dépenses prévues par le budget général ont été réalisées bien sûr, en se référant à l'année dans laquelle on a fait le calcul. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, je vais passer à la troisième et dernière partie, à savoir les actions, les objectifs et les limites. Bien sûr, j'ai déjà expliqué les actions, les objectifs et les limites dans une précédente vidéo, mais j'ai vu qu'il y a tout de même quelques personnes qui posent toujours des questions. Donc, je vais réessayer de vous expliquer davantage en faisant bien sûr un résumé dans un tableau que j'espère qu'il sera plus clair et plus facile à comprendre. Donc ici, les objectifs finaux. Donc j'ai divisé les actions et les objectifs et les limites selon le cas. Donc on a deux cas, et on a une politique de relance et une politique de rigueur. Donc je vous réfère à la deuxième vidéo, d'accord, dans laquelle j'ai distingué les deux politiques de relance et de rigueur. Donc commençons par les actions, les objectifs et les limites de la politique de relance. Donc on a des objectifs finaux, à savoir lutter contre le chômage et doper l'activité économique. Ça veut dire la croissance économique et le plein emploi. Bien sûr, pour réaliser ces objectifs, donc il faut passer par des objectifs intermédiaires. Bien sûr, j'ai dit que la politique budgétaire, elle essaie d'agir sur la demande globale, à savoir la consommation et l'investissement. D'accord? Donc, toutes les mesures prises par la politique budgétaire, elles influencent directement la demande globale. La demande par les ménages et la demande aussi par les autres agents économiques à travers leur production et leur investissement. Donc, les actions. Donc, deux actions. Une action sur les dépenses, c'est l'augmentation des dépenses publiques. Pourquoi faire? Afin de générer un effet multiplicateur. Donc, on va dépenser une certaine somme aujourd'hui et bien sûr, à travers le mécanisme d'effet de multiplication, ces dépenses-là, ils vont générer des revenus qui sont beaucoup plus importants. Donc, sur les recettes, on va diminuer les recettes, notamment on va diminuer les impôts. Et bien sûr, en diminuant les impôts, le pouvoir d'achat, il va augmenter. Donc la première mesure, la première et la deuxième mesure, elle cherche à augmenter la demande globale, que ce soit la demande émanant des entreprises ou des ménages. Et bien sûr, si la demande globale augmente, pour satisfaire cette demande, l'investissement, il va
augmenter. Et bien sûr, lorsque l'investissement augmente, donc les capacités de production des entreprises, il va augmenter. Donc on aura une croissance économique et bien sûr accompagnée d'une réduction de chômage. Cette politique comporte tout de même quelques limites. La première limite, c'est l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, il est causé par une augmentation de déficit budgétaire. Pourquoi? Parce que l'État, il emprunte pour une simple raison, c'est parce que la politique budgétaire de relance, elle conduit à un déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, pourquoi? Parce qu'on a une augmentation des dépenses et une diminution des recettes. Donc, le solde, c'est recettes moins dépenses, puisque on a une diminution des recettes et une augmentation de dépenses, donc le plus souvent, cela va se solder par un déficit. Donc, le déficit conduit l'État à emprunter. Donc, le service de la dette, il va augmenter, ça veut dire pour cet emprunt, il va payer des intérêts. Et donc, il sera obligé d'emprunter encore plus l'année suivante et ainsi de suite. À chaque fois qu'il emprunte, il doit rembourser une partie de la dette plus les intérêts, ce qui fait que son déficit il va s'aggraver encore plus, ce qui va l'amener à emprunter beaucoup plus. Donc on imagine ce scénario qui se succède pendant plusieurs années. Cela va conduire à l'augmentation de la dette d'une année à une autre jusqu'à ce que celle-ci soit très très importante et parfois que l'État se trouve même dans la capacité de rembourser sa dette. Deuxième effet, c'est l'effet d'éviction. C'est lorsque l'État emprunte auprès du marché monétaire, c'est-à-dire auprès du marché, par exemple, interbancaire. Donc, les ressources financières nécessaires au secteur privé, ils vont baisser. Pourquoi? Parce que l'épargne privée sera utilisée pour financer le déficit budgétaire. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque les ressources financières du secteur privé diminuent? C'est que le taux, il va augmenter, car les ressources, ils seront rares. Donc, lorsque le taux augmente, donc, les crédits, ils vont diminuer, que ce soit des crédits de consommation ou bien des crédits d'investissement. Et donc, cela va conduire à la diminution de la croissance économique et bien sûr à l'augmentation de chômage. Donc, on peut voir ici qu'on est tombé dans une contradiction. L'objectif, c'est qu'on cherche la croissance économique et la réduction de chômage, mais à travers l'effet d'éviction, on tombe dans la situation contraire, c'est que la croissance économique, il va diminuer et le chômage, il va augmenter. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Troisième limite, c'est le risque d'inflation. Donc, lorsqu'on a une demande globale qui est importante, donc on revient aux actions. On voit que toutes les actions, que ce soit augmentation des dépenses ou bien réduction de demande, ils ont pour objectif d'augmenter la demande globale. Donc, imaginons ce cas-là, que la demande globale, il a augmenté. Si l'offre ne suit pas cette augmentation de la demande, qu'est-ce qui va arriver? Donc, selon le mécanisme de la loi de l'offre et de la demande, les prix, ils vont augmenter. Donc, on tombe dans une situation d'inflation. Puis, la quatrième limite, c'est la contrainte extérieure. Donc, lorsqu'on a une augmentation toujours dans le même mécanisme, on cherche à augmenter la demande globale. Imaginons que vraiment on a augmenté cette demande globale. Et que cette demande elle sera consacrée plutôt aux produits importés et beaucoup moins aux produits d'origine nationale. Dans ce cas-là, au lieu que la croissance économique nationale augmente, ce seront les importations qui vont augmenter. Et bien sûr, cela va conduire à une augmentation du déficit de la balance commerciale et par la suite une augmentation de déficit de la balance de paiement. Donc j'espère que c'est clair. Donc je passe aux limites, aux actions et aux objectifs et limites dans le cas de la politique de rigueur, appelée aussi la politique d'austérité.
L'objectif d'une politique d'austérité, c'est lutter contre l'inflation. Et bien sûr, en améliorant l'inflation, on va par conséquent améliorer le solde extérieur. Donc, objectif intermédiaire, c'est toujours influencer la demande. Mais cette fois-ci, on va essayer d'influencer négativement la demande. Donc, c'est réduire la demande et stabiliser les prix. Comment? Les actions, ils sont l'inverse des actions adoptées dans la politique de relance, à savoir une diminution des dépenses publiques. Donc, on peut facilement adopter le même schéma de la politique de relance, mais à l'inverse, donc on va diminuer par exemple l'investissement, on va diminuer les subventions accordées aux entreprises et ainsi de suite. Et l'État il va aussi augmenter ses recettes. Exemple, augmentation des impôts. Et bien sûr, tout cela va conduire à la diminution du pouvoir d'achat des agents économiques. Et bien sûr, lorsque le pouvoir d'achat il diminue, donc la demande globale il va diminuer. Et bien sûr, par le mécanisme de la loi de l'offre et de la demande, les prix ils vont se stabiliser. Les limites, c'est premièrement c'est le ralentissement de l'activité économique. Donc on ne peut pas stabiliser les prix sans influencer négativement la croissance économique, puisque la demande globale elle va diminuer. Donc l'offre aussi il va se stabiliser, sinon parfois même il va se diminuer. Donc ce qui risque de ralentir la croissance économique. Et lorsqu'on ralentit la croissance économique, bien sûr, le chômage, il va aussi augmenter. On sait tous que le travail, c'est l'un des facteurs de production. Donc, si la production diminue, donc l'utilisation de ce facteur, il va diminuer. Donc, ce qui risque d'aggraver le chômage. Donc, j'espère que cette quatrième vidéo est enrichissante et que les concepts sont plus clair. Donc je vous invite à prendre note, bien sûr, et si vous avez des questions, donc vous pouvez bien sûr les poser sur le groupe. D'ici la prochaine vidéo, donc je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine.